Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans Place des Arts celui qui connaît sans doute le mieux le site archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, Jean-Paul Petit. Bonjour et merci d'être venu sur notre plateau. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors vous vous êtes en effet intéressé au site de Bliesbruck aux côtés de Jean Schaub, un autre archéologue éminent depuis 1977 et jusqu'à votre départ à la retraite intervenu en 2019. Et au départ, je crois que le site était loin de ressembler à celui qu'il ressemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait avant à Bliesbruck à la place du parc archéologique ? À Bliesbruck, en fait, au début des années 70, il y avait une sablière qui était en exploitation. Et dans cette sablière, on détruisait progressivement des vestiges au fur et à mesure que la sablière avançait. Et c'est donc, il y a eu des premières fouilles, mais c'est Jean Schaub, à partir de 1977, qui avait comme objectif d'essayer de sauvegarder ce site, parce qu'on voyait partout dans les champs qui s'étendaient sur au moins 20 ou 30 hectares, et que c'était un site important. Et donc Jean Schaub, avec son équipe dont j'ai fait partie, a réussi progressivement à rendre réelle cette idée de sauvegarder le site, d'arrêter les travaux de la sablière et de protéger l'ensemble du site. Et à la fin des années 70, je peux vous garantir que c'était une idée qui paraissait un peu saugrenue pour beaucoup de gens, même des responsables politiques ou administratifs. Et le résultat montre que avec de la volonté, de la disponibilité et puis aussi le charisme qu'avait Jean Schaub, on peut arriver en quelque sorte à faire un petit miracle, si je peux appeler ça comme ça. Et au tout début, qu'est-ce qui vous a incité à fouiller ? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a dit « Ah tiens, ça peut être intéressant de faire de gros chantiers ici » ? Moi, en fait, j'ai d'abord fait des études de mathématiques, et puis je me suis rendu compte que je m'étais un peu planté. Et en même temps, je faisais déjà des fouilles, puisque j'ai commencé à fouiller à la villa du Groswald. On y reviendra tout à l'heure, voilà. Parce que vous continuez encore des fouilles là-bas. Voilà, aujourd'hui, on fait plus de fouilles à la villa, on essaie de la sauvegarder, de la réhabiliter. Et c'est comme ça qu'à Saransma, à l'époque, c'était un peu le centre de l'archéologie en Moselle, puisqu'il y avait la fouille du Groswald par Marguerite Pax, donc conservatrice du musée de Sarreguemines. Et à l'autre bout du village, il y avait Jean Schaub qui foulait également la villa du Heidenkopf. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et c'est comme ça que que je me suis retrouvé à Bliesbruck avec Jean Schaub, parce qu'il y avait cette volonté, en fait, d'essayer de sauvegarder ce site. Alors, les deux villas étaient importantes, mais le site de Bliesbruck, c'était sans commune mesure par rapport à ces deux villas. Du fait de quoi, de sa taille ? Oui, de sa taille, et aussi de ce qui avait été découvert. Donc on avait en particulier toute une série de puits, et progressivement sont apparus des grands bâtiments. Et quand on se promenait sur les terrains qui étaient cultivés à l'époque, on voyait très bien les emplacements où il y avait des gros bâtiments, parce qu'il y avait des pierres à la surface, et on voyait bien l'emplacement des thermes qui se trouvent aujourd'hui sous le pavillon muséal. Ça faisait une petite butte dans les champs à l'époque, et on savait que là, il y avait un gros monument. Et donc ça s'est emballé, vous disiez, par le biais du charisme de Jean Schaub jusqu'à l'édification de ce parc archéologique. Si la date est bonne, je crois que c'est 1989, c'est ça la création du parc ? Oui, disons la date officielle qu'on a retenue, c'est 1989, mais en fait, ça a commencé bien avant, parce que ça a réussi parce qu'il y a eu cette dynamique franco-allemande. Donc, nous, avec Jean Schaub, on a commencé à fouiller à Bliesbruck, et puis les collègues allemands qui étaient juste de l'autre côté de la frontière, à Rheinheim, où on avait découvert donc cette fameuse tombe celtique. Donc, on a eu l'idée, en fait, de travailler ensemble, et puis aussi, les fouilles ont ensuite fait naître cette idée de créer autour de la frontière ce parc archéologique commun où on mettrait en valeur notre patrimoine commun, et qui serait en même temps, comment je pourrais dire ça, une idée de l'idée européenne, une idée de la collaboration franco-allemande. Ce qui, au début des années 80, aujourd'hui, c'est devenu bien sûr quelque chose de très courant, mais au début des années 80, c'était quelque chose qui était encore très rare. Sans rentrer dans tous les détails, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce site à Bliesbruck ? Depuis, les vestiges de quelles époques, et puis qu'est-ce qui est aujourd'hui visible par le public ? Alors, aujourd'hui, on sait que le site de Bliesbruck-Rheinheim, parce qu'on ne peut pas
On peut pas séparer on peut pas dissocier les deux. La frontière ne date que du 19e siècle, hein, donc les deux sites forment une unité. Alors on sait déjà que dans une première phase, donc à l'époque celtique, en gros entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un pôle aristocratique qui est surtout connu grâce à de nombreuses tombes qui ont été fouillées, dont la plus célèbre bien sûr est la fameuse tombe de la princesse de Rheinheim avec ses magnifiques bijoux en or qui ont devenu en quelque sorte l'ambassadrice du Land de Sarre dans le monde entier. Donc ce pôle aristocratique a son apogée au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ et il donne naissance à l'époque romaine à un grand site gallo-romain, donc un pôle dynamique qui est composé d'une petite ville, donc qui se trouve à Bliesbruck, la grande villa de Rheinheim, et puis également un sanctuaire qui est également à Rheinheim, qui n'est pas encore beaucoup exploré aujourd'hui. Et cette ville, elle atteint son apogée au 3e siècle après Jésus-Christ. Hein, donc on a un centre public, un forum, les artisans qui travaillent là-bas ont atteint un niveau d'aisance assez remarquable dans leur maison, et puis il y a des relations très étroites avec cette villa où résidait un grand propriétaire, un notable de la cité des Médiomatriques, hein, dont le chef-lieu était à Metz, donc sans doute j'allais dire quelqu'un qui avait des responsabilités dans la cité et qui, sans doute, c'est lui qui était sans doute, on va dire, le mécène pour la petite ville, puisqu'il a investi dans cette petite ville. Peut-être on peut penser que les thermes ont été construits grâce au financement de ce grand notable, et il a aussi investi dans les quartiers artisanaux. Et tout ça, au IIIe siècle, c'est une espèce d'unité qui fonctionne très très bien. Hein. On a utilisé le terme de relation gagnant-gagnant entre le grand notable et puis ses artisans, bien sûr, qui n'avaient pas du tout l'importance de ce notable, parce qu'il y avait une distance sociale extraordinaire entre ce notable citoyen romain et ses artisans qui travaillaient à Bliesbruck, mais en même temps, ils ont également profité de cette dynamique et se sont enrichis, et au IIIe siècle, ils vivaient dans des maisons qui étaient confortablement aménagées. Et tout ça, ça s'arrête vers la fin du IIIe siècle. Hein. L'Empire romain commence à avoir des difficultés, les empereurs romains ne sont plus en mesure de maintenir la cohésion de l'Empire, alors pour de nombreuses raisons, économiques, sociales, religieuses et sans doute climatiques également. Et on arrive dans une nouvelle période, l'Antiquité tardive, où la ville perd progressivement de son importance, les bâtiments publics ne sont plus entretenus, on commence de nouveau à construire des maisons en terre et en bois comme celles qui existaient à l'époque celtique, mais en même temps, dans cette période-là, le site est encore intégré dans la dynamique territoriale, et on pense... Il est probable qu'à cette époque-là, il y avait peut-être une implantation militaire à proximité de Bliesbruck qu'on n'a pas encore découverte pour l'instant. Et tout ça, ça s'arrête en gros vers 450 après Jésus-Christ. Hein, et c'est là qu'en fait se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe, hein? Donc il faut imaginer, on a 30-40 hectares de bâtiments qui sont progressivement abandonnés et qui sont plus ou moins ruinés. Alors on sait qu'à l'époque mérovingienne, sur la colline qui domine le site, on avait une tombe aristocratique, donc un notable franc mérovingien qui habitait là-haut. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui à s'imaginer à quoi ressemblait le site romain à cette époque-là. On est sûr qu'il était encore visible, hein, puisqu'on a constaté qu'au XVe, XVIe siècle, hein, donc 1000 ans après la fin de l'époque romaine, les thermes ont été réutilisés plus comme thermes. Hein. On en a fait un bâtiment d'habitation, un petit château. Hein, c'est le terme qui est donné dans les sources écrites de cette époque-là. Et on sait que partout dans la vallée, il y avait des habitations qui ont plus ou moins réutilisé les ruines de ces bâtiments, et c'était sans doute un grand chantier de récupération, hein, puisqu'il faut imaginer que ces bâtiments en pierre, tout le métal qui se trouvait dans ce bâtiment, c'était une vraie source de richesse à la fin du Moyen-Âge, et sans doute que le seigneur, le petit seigneur qui habitait dans les thermes, était chargé justement d'exploiter le site comme une carrière à ciel ouvert pour récupérer tout ce qui avait de la valeur.
Ok. Et ensuite, on arrive, ça disparaît du paysage à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'au début du XIXe siècle, plus rien n'est visible. Et ce sont les sablières qui, en fait, font réapparaître à la lumière du jour ces vestiges. Au sein du parc, vous avez occupé plusieurs fonctions. Vous avez été conservateur et puis directeur pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, vous publiez cet ouvrage et vous montrez donc une image de cet ouvrage que vous publiez dans le cadre des Cahiers lorrains de la Chale. Donc cet ouvrage-là, il sera visible samedi au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Et en fait, dedans, on retrouve ce que vous avez cherché et obtenu comme information à force de fouiller, de faire des études sur le site. Et ça pendant 40 ans. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous retenez de ces années, de ces 40 années passées au parc de Bliesbruck? Pardon. En fait, c'était une expérience tout à fait extraordinaire, puisqu'on on est parti de rien et on est arrivé à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, il y avait une œuvre, toute l'équipe engagée dans ce projet. Il n'y a pas que moi, il y a mes collègues, il y a les archéologues qui y ont participé, les médiateurs, le service des publics, l'agent d'accueil. Les agents d'accueil, c'est toute cette équipe très dynamique qui a fait fonctionner le parc, qui a donné aussi sa crédibilité au parc, qui a fait que le département et le Kreis du Saalpfalz ont continué de s'engager dans ce projet, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est devenu un site culturel et touristique incontournable dans le paysage. Oui, ça nous paraît aujourd'hui totalement acquis, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Il a fallu tout construire. Et je vous propose qu'on aborde tout à l'heure plus en amont ce qui va se passer lors de ces journées de la Chale samedi. Mais en attendant, voici quelques idées sorties. Lisa Dan en concert demain à Metz. La chanteuse sarregueminoise se produira pour rendre hommage à Marie et Mathias, un jeune couple assassiné il y a 10 ans lors des attentats du Bataclan. À cette occasion, elle présentera une nouvelle chanson intitulée Les Deux M qu'elle a écrite à propos de leur histoire. À Metz, sur la scène des Trinitaires, Lisa Dan partagera l'affiche avec Julien Strelzik, Continuum ou Bambou. Ce sera à partir de 20h, l'entrée est libre. Autre tour de chant, celui de Paul Damour. Il aura lieu samedi soir à la Boîte Noire de Meisenthal. Pendant un an, l'artiste a sillonné le pays de Bitche pour écrire des chansons inspirées de ses habitants, de ses paysages et de leurs histoires. Sur scène, Paul Damour sera entouré de plusieurs musiciens. Ouverture des portes à 20h. Le même soir à Vouswiller, Julien Lieb, ancien finaliste de la Star Academy, se produira à Vouswiller dans le cadre de son Naufragé Tour, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'univers de celui qui vient de remporter le trophée de révélation masculine francophone aux Energy Music Awards. Début du concert à 20h30. Changement de registre avec un duo de chant lyrique qui a fait une prestation remarquée lors d'un récent quiz de chez nous, Alicia Richard et Vincent Schmitt. Dimanche après-midi, à Reich, à l'église Sainte-Marie, ils interpréteront des airs célèbres. Début du concert à 15h30. Eux se distinguent par leur talent de comédiens, les membres de la troupe du théâtre du Jeudi. Ils effectueront 2 représentations supplémentaires de leur pièce La ferme des animaux d'après George Orwell. Elles auront lieu au foyer culturel de Sarreguemines les 21 et 22 novembre prochains à partir de 20h30. À partir de ce samedi et jusqu'au 19 avril 2026, rendez-vous à Sarreguemines, au Moulin de la Blise, pour découvrir le 9e acte de Made in IEAC, l'occasion de découvrir les œuvres réalisées par 4 artistes céramistes de l'Institut de Guebwiller. Pour clore cette liste de sorties non exhaustive, sachez qu'une rencontre est prévue ce vendredi à 18h à la médiathèque communautaire de Sarreguemines avec l'auteur québécois Éric Plamondon. Novelliste et romancier, il fera voyager ses auditeurs en Amérique du Nord. Ce rendez-vous littéraire gratuit s'inscrit dans le cadre du festival itinérant Au fil des ailes. Jean-Paul Poty, on l'a évoqué tout à l'heure. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu quel est le programme de ces 45e journées d'études mosellanes qui se dérouleront donc samedi au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Pardon. Oui, ces journées sont donc organisées par la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. Si je peux me permettre, c'est une société savante qui est très ancienne déjà, puisqu'elle a été créée en 1888. Elle avait, 1888, elle avait pour vocation donc de valoriser le patrimoine de la Lorraine, de le faire connaître et de le publier. Et la Chale donc continue cette œuvre depuis cette époque-là.
avec un siège central à Metz et aussi avec toute une série comment je pourrais dire, d'associations, de sociétés territoriales comme à le Pays de Bitche, à Sarrebourg, à Audintiche, à Thionville, à Boulay et bien sûr à Sarreguemines également. Hein. Donc c'est l'association Confluence que vous connaissez bien. Et donc elle organise chaque année sur un territoire du département ces journées d'études, 7 journées d'études mosellanes qui a pour vocation d'une part de faire connaître des résultats récents dans ce qui est fait sur l'archéologie, l'histoire et le patrimoine en Moselle. Et puis ensuite, il y a également de valoriser un des sites. Alors cette fois-ci, bien sûr, ce sera Bliesbruck-Rheinheim, puisque le programme de l'après-midi est consacré à Bliesbruck-Rheinheim, alors que le matin, il y a 3 communications tout à fait intéressantes. La première concerne une fouille préventive donc d'un grand établissement rural qui a été faite donc près de Metz. La seconde est liée aux archives industrielles de la Moselle, donc qui sont conservées à Saint-Avold et qui conservent en fait toute l'histoire industrielle de la Moselle, du charbon, de l'acier, de Batavill, enfin la cristallerie. C'est vraiment aujourd'hui le lieu de mémoire de cette industrie qui malheureusement a disparu en grande partie. Et puis, il y a aussi une autre communication qui est très intéressante, qui montre en fait le travail des restaurateurs au musée de Metz, puisqu'au musée de Metz, il y a une collection d'objets ethnographiques qui a fait l'objet d'une dépollution, parce qu'elle a été polluée par du plomb. Et donc, on verra comment les restaurateurs se sont chargés de cette opération. Donc ce sont des thématiques scientifiques, mais qui sont quand même susceptibles d'intéresser le grand public. Et d'ailleurs, le grand public peut venir assister à ces journées samedi donc, au parc de Bliesbruck. Oui. Et votre cahier, donc le hors-série que vous avez réalisé sur les recherches, les fouilles à Bliesbruck, est-ce que le grand public peut l'acquérir aussi et de quelle manière ? Alors disons, le sens de cet ouvrage, justement, c'était de s'adresser aussi, alors je ne sais pas si je peux utiliser le terme grand public, mais en tout cas au public intéressé par l'histoire, par l'archéologie et par le patrimoine, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui a été fait pendant 40 ans à Bliesbruck, toutes les équipes qui se sont investies dans la recherche scientifique, et j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça, et je l'espère qu'elle sera accessible justement à des non-archéologues et qu'ils y trouveront leur intérêt également. On a beaucoup parlé du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, mais vous faites aussi des recherches et vous mettez en valeur un autre site dont on a parlé tout à l'heure, mais pas forcément en détail, c'est la villa du Grosswald à Sarrinsmin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a, avec l'association La Villa et puis la commune de Sarrinsmin, donc on a réussi en fait à réhabiliter le site qui est une fouille des années 70 qui avait été faite par Marguerite Pax. Le site était un peu abandonné, si je peux utiliser cette expression, et donc aujourd'hui, il a été complètement réhabilité. Il y a un système de signalétique donc, qui permet aux visiteurs, en particulier les randonneurs, puisqu'on est dans la forêt du Grosswald, sur des sentiers de randonnée, tous ceux qui ont été mis en place, en particulier par la communauté d'agglomération, et le visiteur peut trouver les informations nécessaires pour comprendre ce que c'était cette villa et à quelle époque elle fonctionnait et comment elle est apparue et comment elle a disparu. Merci beaucoup Jean-Paul Petit de nous avoir présenté vos recherches et vos ouvrages donc, sur le parc archéologique de Bliesbruck et la villa du Grosswald à Sarrinsmin. Et je vous invite je vous invite à présent, chers téléspectateurs, à nous rendre au Cinéma Forum pour écouter le coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une comédie française réalisée par Jérôme Commandeur, T'as pas changé. T'as pas changé, qui est en fait la 3e réalisation de Jérôme Commandeur, que nous avions eu le plaisir d'accueillir pour son film Irréductible. Et là, avec T'as pas changé, en fait, il se plonge dans une bande de quinquas qui, en fait, ont fréquenté tous le même lycée durant leur jeunesse, avec énormément d'anecdotes, et puis se retrouvent réunis pour un événement tragique, la mort de l'un de leurs potes.
Et cette bande de joyeux quinquas, interprétée par François Damiens, Laurent Lafitte, Vanessa Paradis et également Jérôme Commandeur, vont réévoquer ces années lycée, qui vont nous replonger dans les années 90 avec un brin de nostalgie. Alors le film, il y a beaucoup d'humour, mais également de l'émotion à faire revivre ces années. Donc c'est un film à voir cette semaine sur nos écrans.